Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est la suite du podcast dans la tête sur les émotions parce que la dernière fois, ça fait quelque temps de ça, j'en fais pas à tous les jours. Je m'étais arrêté parce que je m'étais un peu bloqué dans mes pensées justement là. J'ai pris le temps de reformuler certaines informations en fait sur les émotions. Euh, Là où j'ai arrêté ne fera pas nécessairement une suite aujourd'hui sur ce qu'on a vu précédemment, mais ça peut quand même en faire une, quand même un peu. Dans le fond aussi, ben, c'est de parler, viser les causes ou les conséquences de nos émotions qu'on juge un peu négatives. Dans le fond, les émotions, c'était quelque chose qui nous servait la dernière fois qu'on avait parlé à quelque chose. Ça nous sert à. Et dans d'autres mots, on pourrait dire aussi que c'est des stratégies pour faire face à certains problèmes. On cherche des solutions pour résoudre le problème. On tente de mettre en place des plans d'action. On cherche des informations, on vise les causes de nos émotions. Souvent, on va penser à, ben là, pourquoi je vis cette émotion-là. Euh, Puis il peut y avoir aussi que pense que les émotions, ben, ça dépend de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ça veut dire que ben, ça peut être de la malchance, le destin, ça peut être les autres, des groupes appartenant à un groupe, puis il peut, dans le fond, c'est de la faute des autres. Puis il peut y avoir ceux qui pensent que ça dépend que de soi. Le fait de penser que les choses dépendent plutôt de soi diminue les réactions émotionnelles et le stress. Dans d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est plus dans le fond on met la faute sur les autres et sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, plus l'émotion grandit, prend de la place. Plus on sait que ça dépend de nous, de notre personne, plus on en est conscient, plus on prend la place, moins cette émotion-là devient intense. C'est un peu comme de le reconnaître. Euh, Puis c'est un peu, dans le fond, des choisir quel type de stratégie utiliser. Il est conseillé de chercher à retrouver du contrôle sur l'événement. Par exemple, si l'on doit subir une opération, on sera moins anxieux, on aura moins de risques de complications physiques. Si on adopte une stratégie pour faire face, c'est-à-dire si l'on pose des questions, si on renseigne sur l'opération, l'anesthésie, etc., etc. Parce que dans le fond, avoir une opération comme exemple, ça va nous générer de la peur, de l'inquiétude, de la crainte. Donc, ça va nous pousser un peu à aller chercher de l'information pour se sentir rassuré, se sentir en sécurité, se sentir compris un peu quand même. Quand on peut vraiment rien y faire sur ce qui nous arrive, quand l'événement n'est pas du tout contrôlable, les stratégies centrées sur le problème risquent d'être inefficaces, donc d'augmenter un peu le stress, la peur. Quand nous subissons un événement de vie comme une maladie grave, nous sommes devant un événement incontrôlable. Nous ne pouvons rien faire sur l'événement. Il vaut mieux apprendre à nous centrer sur l'émotion cette fois-ci, en pratiquant des fois, ben, il y en a qui vont éviter, il y en a d'autres qui vont réévaluer de manière positive, tu sais, la pensée positive, qui peut être bonne, mais pas nécessairement non plus. Ils peuvent être bonnes. Euh, les stratégies pour faire face, centrées sur l'émotion, visent les conséquences de nos émotions négatives. L'évitement peut être un moyen mis en place en amont, ça veut dire avant, parce qu'on a déjà vécu quelque chose, donc on va trouver des stratégies pour éviter la situation qu'elle se reproduise parce qu'on a vécu des émotions qui étaient intenses de manière qu'on a jugé négative. C'est pas nécessairement mauvais en soi. Il y a des stratégies d'évitement qui peuvent être bonnes. Quand ça devient mauvais, c'est que la stratégie nous aide plus. Je donnais souvent l'exemple je pense que je l'ai dit la dernière fois, c'était de traverser la rue. Tu sais, puis je pourrais en donner un autre en fait. Je vais changer. J'ai récemment des personnes qui, c'était, c'est, dans le fond, ils étaient allés aux toilettes. Et en allant aux toilettes, ils ont eu mal. Puis, euh, c'était très, 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 très désagréable. Puis, ils ont eu peur que ça recommence ce mal-là. Donc, ils ont trouvé en fait, ils ont comme
est faite de pas aller aux toilettes pendant très longtemps, jusqu'à temps qu'il soit plus capable, puis il faut qu'il aille aux toilettes. Le problème ici, c'est que, qu'est-ce que ça donne? C'est que, en évitant d'aller aux toilettes, ça devient un problème physique, un moment donné. Donc, ils finissent par aller consulter un médecin et d'autres professionnels pour ça. Et il leur donne des médicaments, puis d'autres, toute autre sorte pour pouvoir aller mieux aux toilettes et pas avoir mal au ventre. Sauf que au final, ça changeait absolument rien. Il allait pas plus aux toilettes. Donc ici, l'évitement, là, je l'ai dit de manière grossière, là, c'est pas très explicite, faisait en sorte que ben, l'évitement est devenu un problème. Tu sais, puis il peut y avoir de l'évitement qui est une bonne chose d'éviter. C'est une stratégie de base qui est bonne. Mais on peut pas juste tout le temps l'utiliser. La même chose pour quelqu'un qui peut être en colère, tu sais. On va utiliser la colère, mais si on fait juste réagir, mettons, à notre supérieur parce qu'on n'est pas d'accord, on vit une injustice, fait qu'on utilise la colère contre la personne, inévitablement, ça se peut que on ait d'autres conséquences qui arrivent ou on vive du rejet un peu parce que être trop colérique fait en sorte que les gens nous délaissent un peu. Il y a la stratégie de révision de nos pensées. Dans le fond, autrement dit, ça, c'est la restructuration cognitive un peu, c'est changer nos pensées de place, penser d'une manière différente. Encore une fois, c'est quelque chose de temporaire pour faire descendre l'émotion, changer l'émotion de place. Ça peut être la pensée de place. Ça peut être aussi, tu sais, ça peut être simplement, comment dire, ça peut être temporaire, changer la pensée de place, mais ça peut être aussi, ah, excusez-moi, j'ai de la misère à ce que le mot sorte, euh, de, de justement changer sa pensée, de dire au lieu je suis pas capable de, ben, c'est de la changer en je suis capable de. Tu sais, là, on y va plus de manière positive au lieu de penser à quelque chose d'autre de manière temporaire. Tout ça peut être de manière temporaire bonne. Si on ne fait que penser de manière positive sans arrêt, ça pourrait nous amener à prendre moins, de prendre plus de risques dans le fond, tu sais, puis nous amener d'autres problèmes finalement. Il y a le partage des émotions et la recherche de soutien qui peut être une très bonne stratégie. Parler à quelqu'un de ce que l'on ressent, rechercher la compréhension d'autrui, essayer de ne pas rester isolé face à son problème est un moyen de faire face après que l'émotion ait eu lieu. Donc, une stratégie centrée sur l'émotion. Nous pouvons aussi exprimer ce que nous ressentons et ou non seulement cela nous a pas soulagé, voire cela a aggravé notre mal-être. Ça aussi, ça peut arriver. C'est pas parce que on cherche du soutien. Des fois, on va chercher du soutien à des gens qui vont nous nourrir dans le fond, dans l'émotion. Mais ça se peut aussi pour certaines personnes. Moi, je suis un peu comme ça. Tu sais, plus, mettons que je suis un peu fâché, plus je vais parler de la chose, plus je vais m'animer finalement. Tu sais, ça arrive des fois. C'est pas toujours la solution. Ce qui peut en fait avoir comme l'écriture aussi, d'écrire ce que nous ressentons, peut être une manière de soulager en fait ce qu'on vit, de, d'en arriver à exprimer mieux sans nécessairement le nourrir plus. Écrire est un moyen de ne pas oublier. Écrire aide à prendre conscience réellement de nos différents états émotionnels et à leur accorder une certaine importance. L'écriture soulage aussi la mémoire immédiate. Donc, une capacité de stockage, parce que notre capacité de stockage est limitée. En fait, il faut pouvoir être capable de sortir ce qui se passe dans notre tête et dans nos émotions pour être capable de faire place à d'autres choses en même temps. Si on est constamment envahi de nos pensées et de nos émotions, il est normal un peu à un moment donné qu'on ait des oublis, qu'il y ait des choses ou qu'on les fait plus comme d'habitude. Moi, j'ai par exemple les situations constantes qui est des jeunes qui vont pas bien dans leur famille, ils se sont fait laisser, se sont fait tromper, leur ami veut plus être leur ami, toute autre chose. Ben, c'est un peu normal à un moment donné qu'ils sont pas aptes aux apprentissages, ils sont pas concentrés à l'école. Un peu comme qu'un adulte perd sa job. Ça se peut que dans les prochaines semaines, il soit pas concentré, là. Ça se peut ou que un proche de nous meurt. Ça se peut que
dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On ne sera pas toutes là. On peut trouver des stratégies temporaires pour mettre ça de côté, mais ça se peut que ça perdure pas dans le temps, tu sais. C'est lourd, c'est beaucoup d'émotions à vivre. Donc, c'est de l'écriture peut aider. Ça veut pas nécessairement dire que parce que qu'on écrit, que paf, ça va mieux, tu sais. La mémoire immédiate est celle qui stocke temporairement des données du présent. Elle ne peut pas stocker plus de quelques données différentes non reliées entre elles. Donc, si on vit une émotion intense, c'est pour ça qu'on peut perdre beaucoup d'informations. Écrire permet de ressentir aussi pour ceux qui oublient, ceux qui ont oublié de vivre ces émotions-là, ceux qui les ont évitées longtemps, tu sais, se réapproprier ces émotions, une partie de soi. C'est d'un point de vue affectif, l'écriture, c'est un petit peu de temps pour soi chaque jour. Donc, ici, on pourrait dire que euh, dans un mot plus connu, c'est prendre soin de soi. C'est comme prendre un bain, etc. C'est de l'intérêt que l'on s'accorde. C'est un début de la compassion pour soi. Donc, se réapproprier une partie de soi-même. Écrire, c'est commencer à croire qu'on vaut la peine, qu'on est important. C'est le début de la reconquête de soi. Il y en a qui le font par le chant, il y en a qui vont le faire par la danse, il y en a qui vont le faire par le sport. Tout ça permet de remettre ses idées un peu en place. Euh, Moi, je connais ma blonde, en fait, très, elle, c'est s'entraîner. S'entraîner lui permet de recentrer ses émotions en bonne place, de réfléchir. Puis moi, ben, en fin de semaine, nous sommes allés dans un parc national faire de longues marches. Nous avons fait un 21 km sur 2 randonnées différentes. Ça a pris beaucoup de temps. L'air était frisquet, mais sec. Et d'avoir marché longtemps de même a replacé certaines pensées, certaines émotions que je vivais sur le coup. Ça m'a permis aussi de réfléchir, de remettre les idées à bonne place, de réfléchir à ce que je veux pour vrai dans ma vie, dans mes actions, dans mes objectifs de vie, tu sais. Donc, ça a créé une nouvelle émotion, celle de justement me pousser à faire quelque chose de plus, donc de faire le deuxième podcast, parce que la première partie que je l'ai faite, ça fait déjà 3 semaines. Je donne pas beaucoup de temps, donc je me suis dit peut-être que ça serait le temps. Là, ici, comment écrire, ben tu sais, ça pourrait... Chaque chose est différente. Je dirais ici que la chose la plus importante, c'est d'écrire un peu tous les jours. Un peu tous les jours, c'est comment ça peut être des choses négatives, mais je dirais que ça peut être des choses positives, des fiertés, des émotions qu'on a vécues, et ainsi de suite. Je veux pas rentrer non plus dans toute la comment faire, tu sais, parce que à un moment donné, moi, j'aimerais ça être payé aussi pour faire ça. Hein. Je fais des consultations, donc je ne veux pas nécessairement tout dire dans un podcast. Le but du podcast, c'est de vous aider, mais aussi d'encourager à venir me voir un peu. Là. C'est ma manière de me vendre un peu. Euh, j'ai dit ça parce que dans une école, ce que je fais pour aider les enseignants, c'est de faire des petites vidéos avec ma face, puis mon chez moi, de manière comme si j'étais dans un podcast sur des livres que j'ai lus sur la gestion de classe, sur différents sujets. J'ai pris le temps de les lire pour eux et de faire un résumé pour les encourager à aller vers ça. Parce que la première chose qu'ils m'ont dit, c'était nous, on n'a pas beaucoup de formation ni d'informations sur la gestion de classe, justement, sur les émotions, sur le stress, sur comment gérer des comportements et ainsi de suite. Donc, je m'étais permis avec dans le fond, la suggestion de collègues, de justement pousser ça en vidéo, style podcast, pour les donner à tous les membres du personnel. Puis ils m'ont tous dit, dans le fond, pas tous en fait, une bonne partie m'ont dit que c'était quelque chose qu'ils appréciaient, que j'étais bon là-dedans, que je devrais en faire. Ça m'a encouragé un peu, ça m'a créé une petite émotion de fierté, donc je me suis dit d'essayer. Est-ce que c'est réellement bon? Ben pour ces personnes-là, oui. Pour d'autres, ça ne le sera peut-être pas, tu sais. Euh, donc, pour revenir à la conclusion, écrire est un moyen utile pour mieux se connaître et pour devenir, excusez-moi, plus émotionnellement intelligent. Donc, le concept d'intelligence émotionnelle qu'on pourra peut-être voir dans un autre podcast. Écrire permet de s'aimer davantage en veillant soi-même à la satisfaction de son besoin fondamental d'être écouté. Tu sais, dans le premier podcast, j'en avais parlé des besoins d'être compris, d'être entendu, d'être écouté. Écrire permet de se regarder différemment,
de prendre davantage conscience de soi, de ce qui est bon ou mauvais pour soi. La même chose pourrait être en consultation, parler à un ami, aller voir un psychologue aussi ou toute autre personne en relation d'aide. Les coiffeurs, les massothérapeutes, les dentistes peuvent écouter aussi beaucoup. Hein. Écrire ses émotions négatives ou positives permet de définir les zones de sa vie dans lesquelles les ajustements réalisés ne sont pas adaptés. Cela pousse à effectuer des changements intérieurs ou extérieurs. Ça, j'en ai parlé un petit peu déjà, que cela, ça permettait de justement de pousser vers quelque chose, un changement. Parce que c'est un peu à ça qui servent les émotions, à pousser vers le changement. Euh, il y a aussi tout le côté comme technique pour apprendre à connaître nos émotions, mais c'est apprendre à se regarder, à s'observer, c'est apprendre à scanner notre corps, à apprendre à l'écouter. Des fois, là, je dirais pas toutes les informations là-dessus, mais le corps répond, lance des messages quand les émotions n'ont pas été efficaces pour les fournir. Donc, des fois, on peut regarder, comprendre, écouter notre corps pour faire je reconnais cette sensation physique, je l'ai souvent ressentie lorsque je me sentais comme ça. Puis là, on fait des liens. Puis quand on comprend un peu comment on se sent, puis notre corps sur le passé, sur le présent, bien, on finit par être capable d'être capable d'avancer là-dedans puis de faire je me comprends maintenant pour les futures situations qui vont arriver. Après ça, ben, il y a les techniques de base que nécessairement, je vais pas toutes les énumérer ici, mais il y a elle, tu sais, qui est la plus importante, qui est s'exposer aux émotions. Tu sais, il faut prendre le temps de les vivre, prendre le temps de les observer dans différentes situations, mais pas nécessairement de le faire dans des grosses émotions. Je le fais souvent en consultation. Je leur donne un outil, puis je leur explique l'outil à quoi il sert. Puis là, je veux pas nécessairement le faire ici, mais c'est d'apprendre à s'arrêter, à s'observer à différents moments pour comprendre l'émotion qu'on vit et d'aller vers d'apprendre tranquillement pour vite des émotions de bas, de niveau d'intensité bas pour que ça soit intégré puis de les amener vers un niveau plus intense pour être habitué puis se trouver des stratégies, trouver euh, quand c'est plus intense. Est-ce qu'on est obligé de le faire seul? Non. On peut être accompagné d'amis, on peut être accompagné de professionnels aussi dans ce cheminement-là. On peut le faire à deux, des pairs, être en paire aidance. Aussi, ça peut être utile de le faire avec quelqu'un qui le part avec nous, comme de le faire avec quelqu'un qui est habitué de le faire. T'sais. Mais tu sais, il faut être à l'aise de le faire. On va aller. Il y a, tu sais, laisser venir les émotions, ça c'est important quand même. Après ça, quand s'exposer aux émotions, tu sais, lorsque nous rendons compte que notre volonté est impuissante à chasser nos émotions, tu sais, c'est important de le faire. On peut pas juste les chasser. Quand nous faisions, quoi que nous fassions, excusez-moi, nous pensons toujours à la même chose, que cela tourne à l'obsession quand on rumine les mêmes idées. Ça va générer des émotions. Quand nous ne parvenons pas à trouver le sommeil aussi, ça peut aider à ces moments-là. Quand les mêmes souvenirs douloureux nous envahissent, encore une fois, ruminer. Quand nous nous sentons mal physiquement et que nous savons que c'est du stress. Quand nous avons sans arrêt envie de pleurer, quand on est en peine d'amour, quand on vit un deuil, beaucoup trop de plaisir, qu'est-ce que cela peut apporter, etc. Qu'est-ce que cela peut apporter? Ben, tu sais, ça peut apporter beaucoup de choses, là. Ça peut apaiser. Euh, je veux pas non plus nécessairement tout dire ici, là. Euh, mais ça fait faire un lien. Ça fait un peu un lien avec l'autre podcast, mais ça fait un peu un lien avec d'autres situations ou d'autres problématiques qu'on va parler peut-être un peu plus tard ou une autre fois. Euh, faire des liens émotionnels, ça reste important pour toute autre chose dans la vie, pour toute autre problématique, difficulté, défi, parce que ça reste quand même un peu la base de tout, de la pensée, les émotions.
Et moi, je me suis fait dire dernièrement par des gens que il y avait des problèmes qui pourraient être plus importants à gérer que ça. Mettons qu'on parle ici d'anxiété, ben l'anxiété devrait être gérée avant de gérer l'émotion. C'est-à-dire que peu importe c'est quoi ce qui nous stresse ou qui nous rend anxieux, les objectifs et les moyens devraient être liés à l'anxiété et non à l'émotion à identifier. Puis là-dessus, moi, j'étais pas tellement d'accord parce que justement, l'anxiété est liée à une émotion. Faire fi de l'émotion, c'est faire fi dans le processus d'une partie de soi. Donc, ce qui pourrait peut-être engendrer finalement plus de stress et d'anxiété parce que on laisse de côté une partie de soi. Euh, donc là-dessus, j'étais pas très d'accord, mais bon. Après ça, il existe toute autre stratégie, mais je veux pas nécessairement rentrer là-dedans. Euh, Là, on pourrait dire que ben, l'être humain étant un sociaux, va ressentir les émotions des autres, va les vivre, mais ne s'en rendra pas nécessairement compte. Il va des fois mêler les émotions des autres avec les siennes. Puis je peux donner un exemple ici. On se trouve dans une pièce, vous êtes trois quatre. Des fois, on va ressentir un certain moment, c'est lourd ici, il me semble que je suis énervé, il me semble que il me semble que je trouve ça triste. Puis je vais donner un exemple ici. À un moment donné, je travaillais dans un foyer de groupe, puis les gens étaient, les jeunes étaient tous tristes, constamment tristes. C'était pendant des semaines et des semaines, ça pleurait, ça écoutait des chansons tristes, ça parlait juste de trucs tristes, tout était triste. Ça a fini par les employés devenaient tristes. C'était lourd, ça ne tentait plus tant de venir travailler parce que ça a fini par peser dans notre quotidien, dans nos choses à nous, puis on finit par le devenir aussi. Ça a pris du temps parce que nous, on avait notre but, notre travail, c'est ça, c'est de prendre les émotions des autres, de leur détresse, leur colère, et ainsi de suite. Mais quand t'es pas quelqu'un qui comprend ses émotions puis qui les subit ou qui va se dire qu'il subit la vie un peu, comme je dis des fois, ben souvent, il va arriver, pas tout le temps, qu'on confond nos émotions avec ceux des autres. Puis ça peut arriver, tu sais, on va ressentir des choses qu'on ressent pas. Puis c'est un peu ça la communication aussi, tu sais. C'est pour ça que ça reste important, la communication, par personne à personne, quand il y a quand il y a l'interférence d'Internet, des écrans, des téléphones, ça se peut que il manque quelque chose. Et puis ça, moi, je le vois constamment. Fait que, tu sais, en couple, on peut ressentir des émotions différentes, des choses différentes, euh, parce que parce que tu sais, des fois, une personne des deux est très calme, puis l'autre va vivre quelque chose, ça va nous inévitablement nous faire vivre quelque chose. Puis dernièrement, j'avais un parent et un enfant, et dans la séance, ce que je voyais, c'était dans le fond, plus la mère était triste, puis avait peur et voulait aider son enfant, plus l'enfant se refermait sur lui-même. Euh, Puis, en discutant avec eux, l'enfant s'accrochait à la mère comme étant son cocon de protection, sa sécurité. Ce qui faisait que tout son émotionnel était redonné à la mère, mais la mère, ayant une petite difficulté à gérer tout ça, sentait que c'était beaucoup, puis voulait beaucoup trop aider, ce qui n'aidait pas finalement l'enfant. Fait que j'ai conseillé tranquillement pas vite de partir de la séance et que l'enfant doit vivre ce qu'il va vivre parce qu'en ce moment, ce qui arrivait, c'était qu'il évitait de vivre la peur et la tristesse. Ouais, plus la peur de quelque chose parce que la mère absorbait tout ça. Ça fait un peu ésotérique, mais c'est un peu ça, les liens sociaux, tu sais. Quand la mère est partie, il a pleuré pendant 30 minutes, il était pas bien, mais j'étais là avec lui. Puis il était capable, après un certain temps, de répondre à mes questions, et par oui ou par non. Puis à un moment donné, il a fini par arrêter de pleurer. Il savait, il a dit que s'il se sentait pas bien, mais il est arrivé à être capable de, après ça, une fois que l'émotion était passée, d'être plus rationnel, d'être plus cognitif, justement, et de dire que ses stratégies d'évitement
de pas venir à l'école, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ne fonctionnait pas, elle allait pas l'aider. Mais c'est pas moi qui ai donné ces réponses-là. Moi, je l'ai juste guidé, je l'ai accompagné vers ce chemin-là pour que, sans lui donner aucun mot dans sa bouche nécessairement, tu sais, mais j'ai posé des questions pour l'amener à ce que lui sache que ça l'aidait pas. Puis depuis ce temps-là, puis je lui ai présenté une autre personne aussi parce que je pouvais pas être tout seul à faire ça pour l'école. Et la personne revient maintenant à l'école. Elle est tout le temps là, elle évite. Elle a encore des évitements, mais moins. Fait que c'était un exemple comme ça. Puis là, j'ai lu aussi dans une autre place qui est marqué que 70% du changement produit n'est pas lié aux techniques, mais à la qualité de la relation thérapeutique. C'est-à-dire à la qualité de la relation entre lui et nous. Tu sais, ce n'est pas juste dire des techniques puis des moyens qui aident. C'est la relation qui compte. Là où tu déposes tes émotions, que tu peux être toi-même. Tu ne peux pas juste avoir des techniques, tu sais. Puis nous avons vu que le soulagement de nos émotions ne vient pas seulement du fait de les exprimer, mais de l'empathie avec laquelle elles sont reçues. La recherche montre aussi que des facteurs d'échec des thérapies liées aux thérapeutes sont l'incapacité à exprimer de l'empathie et des niveaux différents de proximité émotionnelle entre le patient et le thérapeute. On n'est pas obligé ici d'avoir le mot thérapeute. Ça peut être consultant, ça peut être coach de vie, ça peut être plein de mots. Dans la relation d'aide, tous les professionnels inclus. Dernièrement, j'avais reçu un appel d'une professionnelle qui aidait une famille. Puis ça faisait déjà 3 mois qu'elle était en lien avec la famille, puis elle mettait fin au service tout simplement parce elle se disait incapable de créer un lien thérapeutique avec le jeune, la personne. Donc, elle mettait fin au service. Euh, Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres qui démontre que les émotions sont toujours liées sont souvent liées à la relation qu'on va avoir. Le stress qu'un prof vit, les jeunes vont le ressentir, mais l'énervement que les jeunes ont, c'est peut-être une manière d'exprimer leurs émotions aussi qu'ils sont pas capables de gérer. C'est des enfants ou des ados, tu sais, ils savent pas nécessairement gérer ça. J'ai eu dernièrement quelqu'un qui était extrêmement proche de ses émotions, il était tout capable de les exprimer, de savoir pourquoi il était là, mais il trouvait ça difficile. Donc, on partait d'un autre niveau. Mais puisqu'il était très conscient de tout ça, il était capable de traverser des situations difficiles. Puis la situation difficile, c'était la mort d'un autre enfant, tu sais. Et il était capable de nommer tout à l'intérieur de lui, ce qui se passait, à quel moment, pour quelle raison. Maintenant, c'était avoir de l'accompagnement. Là, il a reçu une partie d'accompagnement de moi, une partie d'accompagnement de quelqu'un d'autre, puis ça l'a fait en sorte que il s'est senti soutenu, ses parents étaient là, d'autres amis étaient là, ça a fait en sorte qu'il a été capable de cheminer. Donc, c'est ici le lien qu'on pourrait faire avec les émotions. Je suis en ce moment en train de suivre une formation sur justement la thérapie centrée sur les émotions ou utiliser les émotions comme technique ou moyen pour améliorer. Et ça dit à peu près la même chose dans d'autres mots de ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je trouve ça quand même assez important d'en parler et que c'est accessible puis que ce n'est pas nécessairement en consultation qu'on a besoin de savoir ça, mais d'être capable de nous, quand on va chercher de l'aide, de ne pas juste avoir des techniques et des moyens, là, de ne pas juste avoir des outils. Il faut développer des relations. Et c'est que je trouve désolant, puis je le dis ouvertement, c'est que dans les institutions, quand on travaille dedans, on fait fi de ça parce que ce n'est pas étudié assez, ce n'est pas assez observable et mesurable, même s'ils ont des études, mais il n'y en a pas assez pour justifier que faudrait que ça soit mis en place. On mise beaucoup sur les techniques, les théories, l'approche, le concret, les outils, les moyens, puis pour laisser les gens s'occuper d'eux tout seuls, tout le temps leur retourner à leurs moyens, leur retourner, mais ils ont besoin des fois, comme je vous ai dit tantôt, d'accompagnement dans ça, pas juste de les retourner vers ça. Ils ont besoin d'être capables de se déposer pour qu'après ça, on fasse des liens. L'émotionnel est là, le soutien. Euh,
Fait que je trouvais ça important d'en faire une autre partie. Puis peut-être qu'il va y avoir une partie 3 sur les émotions. Je lis un autre livre qui parle un peu de tout ça, mais pas nécessairement, mais que je vais mettre dans mon site web encore. J'aime bien mettre les livres que je lis, qui c'est pas nécessairement des livres universitaires, là, c'est des livres écrits par des gens qui travaillent dans le domaine professionnel de peu importe, là, tout peut être bon. Euh, Puis que c'est accessible en fait à tous. Ce n'est pas des grandes théories avec qu'il faut absolument avoir fait de l'université pour le comprendre. C'est des livres que tout le monde peut s'acheter et lire. Et je trouve que des fois, c'est quand même une bonne base pour, pour se motiver un peu à aller, des fois, se faire accompagner, tu sais. Pas juste rester tout seul avec ça. Fait que pour aujourd'hui, c'est ça que j'avais à vous dire. Je vais essayer d'en faire un peu plus des podcasts. J'en fais pas beaucoup. J'en suis vraiment désolé. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.